Le périnée, en fait, c'est ce que les patients ont entre les jambes. C'est le plancher de la maison. Tout ce qui est en dessous de la vessie, de l'utérus et du rectum, c'est le périnée. Lorsque vous travaillez votre périnée profond, c'est-à-dire le périnée du diaphragme urogénital, il faut aussi travailler le périnée du diaphragme thoraco-abdominal. Donc tout ça, c'est compliqué, mais c'est beau, parce que le périnée de la femme, c'est la vie de la femme. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, vous savez, le mardi, c'est à votre sexualité. Mon invité, c'est le professeur Bruno Deval. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur en gynéco-obstétrique et chef de service de gynécologie à l'hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire. Et vous publiez Le périnée féminin aux éditions du Rocher. Je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi il précise féminin? C'est pour faire référence à une conversation qu'on avait hors antenne, mais beaucoup de messieurs qui nous écoutent aujourd'hui ne savent même pas que aussi ils ont un périnée et que le périnée masculin ressemble sensiblement au périnée féminin. Alors je peux vous citer 2 anecdotes. Allez-y. Alors j'ai une première anecdote d'un ami chirurgien vasculaire qui est venu me voir au bloc opératoire et qui m'a dit mais Bruno, mais c'est quoi le périnée? Et puis une deuxième anecdote d'un autre ami qui est un homme, qui m'a dit mais il y a un périnée féminin, mais il y a un périnée masculin. Ça veut dire que en fait personne ne connaît le périnée. Oui. Personne. Et que la découverte du périnée, même si c'est dès les premiers mois de la vie, lorsque la petite fille se caresse sans vraiment fantasme érotique, ça c'est la vraie découverte du périnée. La vraie découverte vraie découverte du périnée, c'est lorsque la femme accouche et lorsqu'elle va commencer sa rééducation périnéale ou on va la prévenir que pour éviter les lésions périnéales d'accouchement, il faut qu'elle fasse des gestes salvateurs. Par exemple, qu'elle détende son périnée superficiel, qu'elle fasse des mouvements... Il y en a plusieurs, des périnées. Il y a le périnée superficiel, voilà. Il y a le périnée profond. Alors, on va expliquer... On a du temps, voilà, on va expliquer. On va expliquer ce qu'est le périnée. Le périnée, en fait, c'est ce que les patients ont entre les jambes. C'est le plancher pelvien, c'est le plancher de la maison. Et lorsque le plancher pelvien, c'est son nom, on va dire. C'est le plancher pelvipérinéal. C'est le tissu qui est entre les jambes. Et le pelvis, c'est? Le pelvis, c'est au-dessus, c'est-à-dire c'est la vessie, l'utérus pour les femmes et le rectum pour les hommes et les femmes. Donc tout ce qui est en dessous de ces organes pelviens, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la vessie, de l'utérus et du rectum, c'est le périnée. Et donc, ce plancher, il est constitué de 2 couches. Une couche superficielle sur laquelle se situent les organes génitaux externes. Pour les hommes, c'est le gland, le scrotum avec ses testicules. Pour les femmes, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, l'urètre en avant, le canal anal en arrière. Donc, il y a un périnée antérieur et postérieur. Ça, c'est le superficiel. Et un tout petit peu plus au-dessus, c'est les muscles. Vous savez que vous avez 2 diaphragmes dans l'organisme, un diaphragme entre le thorax et l'abdomen, et puis un diaphragme urogénital, c'est-à-dire entre la vessie et les organes génitaux. Donc, lorsque vous travaillez votre périnée profond, c'est-à-dire le périnée du diaphragme urogénital, il faut aussi travailler le périnée du diaphragme thoraco-abdominal. On remarque que les femmes qui ne savent pas contracter, lorsqu'elles inspirent profondément, expirent profondément, en fin d'expiration, elles arrivent à contracter. Parce qu'il y a un signal qui est donné. Donc tout ça, c'est compliqué, mais c'est beau. C'est beau parce que le périnée de la femme, c'est la vie de la femme. C'est une structure globale, en gros. Exactement. C'est ça qu'il faut expliquer. Exactement. C'est pas un organe tout seul. Exactement. Voilà, c'est une structure. C'est une structure tissulaire, c'est une structure anatomique. Tissulaire parce qu'il y a la peau, il y a les tissus sous-cutanés, il y a les muscles, il y a les vaisseaux, il y a les nerfs, et tout ça, ça va constituer donc le plancher qui va permettre le plaisir, la continence, l'accouchement. Alors, la continence et non pas l'incontinence. Tout à fait, la continence urinaire et la continence anale, c'est-à-dire l'absence de fuite urinaire et l'absence de fuite anale. Et surtout, dans les premiers âges de la vie, entre 3 et 5 ans, c'est l'acquisition de la propreté. C'est la petite fille
va apprendre à se retenir, à aller aux toilettes, à aller à la selle régulièrement. Et puis, il y a des pathologies qui sont inhérentes à cette acquisition de propreté. Vous voyez que ça évolue tout au long de la vie. C'est ça qui est formidable. Voilà, et il vieillit, et ça ressemble à un hamac, dites. Voilà, exactement. C'est ce que vous racontez, en gros. Voilà, c'est un hamac musculaire qui s'étend d'un os du bassin à un autre os, et qui va constituer un espèce de trampoline. Et c'est ce trampoline qu'il va falloir travailler lorsque la femme va être enceinte, lorsque la femme va accoucher, lorsque la femme va prendre de l'âge, on la fait travailler. On lui fait travailler. D'ailleurs, il peut être abîmé lors de l'accouchement. Ah bah oui. Il peut même être abîmé en cours de grossesse. Parce qu'il y a des modifications morphologiques de la grossesse. Si par exemple la femme prend trop de poids, eh bien le poids va peser sur le plancher et ce poids va altérer le périnée. Les femmes en cours de grossesse peuvent décrire des troubles fonctionnels du périnée. On va en parler des troubles fonctionnels du périnée. C'est quoi en fait ? C'est 25% de la population générale. C'est une femme sur 4 qui a soit une incontinence urinaire, soit une incontinence anale, soit une descente d'organes. Une femme sur 4. Et que ce pourcentage augmente lorsque elle a eu des enfants, lorsque elle a une surcharge pondérale, lorsque elle prend de l'âge, parce qu'il y a des modifications anatomiques, et lorsque, parfois, elle a une ablation de l'utérus, lorsqu'elle a une hystérectomie. Il faut savoir qu'il y a 60 000 hystérectomies par an en France, et il y en a 600 000 aux États-Unis par an. C'est l'intervention la plus pratiquée, plus que l'appendicectomie. Et quand elle est sportive de haut niveau aussi. Ah, bonne question. Il faut savoir que quand elle est sportive de haut niveau, on va lui poser la question. Allez, on va aller à l'INSEP et on va dire, vous faites du judo, vous avez des fuites urinaires, et en one-to-one, elle vous dit, ah non, moi j'ai pas de fuite urinaire. Mais c'est le plus gros lorsqu'on lui donne les questionnaires, eh ben 90% d'entre elles sont incontinentes. 90% d'entre elles. Ça veut dire que elles se parlent entre elles. Ça veut dire que les sports à coups, par exemple les trampolines, les filles qui font du trampoline à l'INSEP, entre 14 ans, l'INSEP c'est l'Institut National de Sport de Haut Niveau, à Vincennes. À côté du bois de Vincennes, oui. Dans Vincennes. C'est l'essence du sport national français. Donc c'est là qu'on teste ce qui se passe. Donc les filles qui font du trampoline, qui ont entre 14 et 19 ans, qui sont jeunes, qui n'ont pas accouché, ben elles sont toutes incontinentes lorsqu'elles sautent sur leur trampoline. Toutes. Enfin, il y a pas non plus que des athlètes de trampoline, il y a aussi d'autres sports. Exactement. Le basket, le volley, le marathon, le judo, le tennis, tous les sports à coups. Par contre, les sports portés, c'est-à-dire le cyclisme et la natation, là, elles en ont moins. Est-ce que vous savez... pourtant, sur le cyclisme, attention, parce que sur le cyclisme, il peut y avoir d'autres choses, parce que vous êtes assis. Oui. Exactement. Ouais. Sur le cyclisme, quand on fait du cyclisme de haut niveau, on est assis sur la selle. Et on est assis sur des tubérosités ischiotiques. C'est deux os du bassin, qui sont de chaque côté des fesses. Et à côté des tubérosités ischiotiques passe un nerf qui s'appelle le nerf pudendal. C'est quoi le nerf pudendal ? Le nerf honteux. Eh bien, c'est le nerf qui va donner la sensibilité au périnée. Eh bien, il se trouve que chez les cyclistes de haut niveau, voire même les cyclistes amateurs qui font entre 10 000 et 20 000 km par an, eh bien, ils peuvent avoir des neuropathies pudendales. La neuropathie pudendale, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'impossibilité de s'asseoir, des douleurs périnéales continues et qui réclament parfois une intervention chirurgicale où on va désenclaver le nerf par voie transglutéale, c'est-à-dire en passant à travers la fesse. Ça fait des mots pour le Scrabble, vous allez voir, vous êtes refait avec tous les nouveaux mots que vous apprenez aujourd'hui. Attention, vous tapez sur la table, professeur Bruno Deval. D'ailleurs, vous parlez des douleurs du périnée, mais finalement, les gens n'arrivent pas forcément à les associer à des douleurs de périnée. Donc souvent, ils viennent pour des douleurs. Voilà, ils viennent pour des douleurs. Ils disent pas, voilà, c'est. Voilà, alors et c'est souvent, comme ça qu'ils le découvrent. Non, mais attendez, le paradoxe, c'est que souvent, elles viennent et elles disent, j'ai une endométriose. Alors vous leur dites, ah bon, vous avez une endométriose ? Parce que l'endométriose, c'est un peu la maladie à la moment, on en parle. On en parle beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on en parle beaucoup trop ? Sûrement. L'endométriose, c'est des cellules de l'endomètre qui sont à l'extérieur de l'utérus et qui peuvent être responsables de douleurs et d'infertilité. Le diagnostic, c'est pas un diagnostic clinique, c'est pas un diagnostic d'imagerie,
c'est un diagnostic anatomopathologique où on va prendre le tissu, on va l'analyser, on va regarder et on va voir ses cellules. Là, on fait le diagnostic d'endométriose. Ça veut dire qu'une femme a une endométriose lorsqu'elle est opérée. C'est-à-dire là, on lui fait une célioscopie, on regarde, on prélève, on regarde et on fait le diagnostic. Souvent, elles arrivent et elles disent « j'ai une endométriose ». Mais non, pas du tout. Il suffit de les examiner. Il y a un autre élément qui est important, c'est l'examen clinique. L'examen clinique, il est incontournable. Les patientes doivent le comprendre, ça. Il faut que les patientes acceptent l'examen clinique. Le premier élément de l'examen clinique sur une douleur pelvipérinéale, vous savez ce que c'est ? C'est un coton-tige. Ah, vous parlez du test, le fameux test du coton-tige. Voilà, exactement. Ouais. Le coton-tige qu'on va appuyer sur la ligne de Hart. La ligne de Hart, c'est une ligne qui passe par la vulve et surtout par les orifices des vestibules. Vous savez qu'on a des glandes, les femmes ont des glandes vestibulaires de part et d'autre de l'urètre et sur la face postérieure du vagin qui sont les glandes de Bartholin. C'est les glandes qui participent à la lubrification du vagin. Et dans certains pays d'Afrique, dites-vous, c'est très utile. Exactement. On en reparlera tout à l'heure, j'espère. Ah, je sais pas. Il est peut-être trop tôt pour en parler. Donc ce test, eh bien, on passe le coton-tige et sur un orifice de la glande, hop, la femme saute de la table d'examen et dit c'est ça, j'ai ça. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle une vestibulite. Et c'est pas une endométriose, une vestibulite. Cette femme n'a pas pu avoir de rapport sexuel depuis des années parce qu'elle a une vestibulite. La vestibulite, ça se traite facilement avec des crèmes corticoïdes, voire même, si ça résiste, eh bien, on fait ce qu'on appelle une vestibulectomie, c'est-à-dire qu'on va retirer la partie du vestibule chirurgicalement qu'on va reconstruire dans l'immédiat. Voilà. On confond avec du vaginisme souvent d'ailleurs. Ah, le vaginisme, mais oui, mais bien sûr, c'est quoi le vaginisme ? Le vaginisme, c'est l'impossibilité de pénétration. C'est-à-dire que vous mettez le doigt dans l'orifice vaginal et tout d'un coup, il se referme. C'est une contraction réflexe. C'est comme l'anisme. L'anisme, c'est une contraction réflexe de l'anus qui entraîne une constipation terminale opiniâtre. Donc le vaginisme, les femmes viennent et disent on n'arrive pas à être j'arrive pas à avoir de rapport sexuel. Pourquoi ? Parce que ça commence par la vestibulite et là tout d'un coup elle se contracte et puis ça continue par le vaginisme où là il est impossible de la pénétrer. Voilà, beaucoup d'informations ce matin avec le professeur Bruno Deval, qui est professeur de gynéco-obstétrique et qui publie un livre sur le périnée féminin aux éditions du Rocher. Et vous dites que comme on a un capital soleil, on a un capital périnée. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Exactement, ça veut dire que le périnée, il faut le bichonner. Il faut garder le capital périnée au plus, c'est-à-dire qu'il faut toujours travailler son périnée. Alors dans la rééducation du périnée, il y a l'auto-rééducation. Les femmes doivent savoir se servir de leur périnée. Il y a un tiers des femmes, quand on les examine, on leur dit contracter, elles poussent. Ça s'appelle un asynchrotisme du périnée. Donc plutôt que de serrer, elles poussent. Donc ces femmes-là, ou alors elles ne serrent pas. Ces femmes-là, il faut qu'elles apprennent à serrer leur périnée, à se servir de leurs muscles, de leur diaphragme urogénital. Il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de travailler elles-mêmes. Ça s'appelle la rééducation active. Les kinés, les sages-femmes, voire les ostéopathes peuvent utiliser des boules de geisha. Un autre nom, j'ai vu dans votre livre. Des cônes. Oui. Les cônes. Ouais. Des cônes vaginaux. Ou des sondes de biofeedback. La sonde de biofeedback... C'est quoi le biofeedback ? Ah, c'est très bien le biofeedback. La sonde de biofeedback, c'est assez ludique. Les femmes vont mettre une sonde dans le vagin qui va être reliée à un écran. Et l'écran va marquer un dessin. Et avec la contraction du périnée, elles vont essayer de reproduire le dessin. Donc, il y a plusieurs dessins, il y a plusieurs forces périnéales, et lorsque les femmes arrivent à reproduire leur périnée, arrivent à reproduire leur dessin, eh bien, on peut parler de qualité de contraction périnéale. Mais, parfois, elles n'arrivent pas à contracter le périnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va les stimuler. Ça, c'est la rééducation passive. La rééducation passive, c'est une sonde d'électrostimulation, qui fait pas mal, qu'on met aussi dans le vagin, à proximité du nerf pudendal, qui est un nerf moteur et un nerf sensitif.
là, ça va stimuler le nerf pudendal qui va avoir tendance à hypertrophier le muscle. Mais pour celles qui veulent pas de sonde, eh bien, il y a toujours des chaises, qui s'appellent des chaises électromagnétiques. Elles vont s'asseoir et avec l'électromagnétisme, elles vont muscler leur périnée. Et puis, il y a encore mieux les culottes. Les culottes électromagnétiques qu'elles vont mettre, ce sont des culottes de cyclistes et les ondes électromagnétiques vont retentir sur leur périnée profond. Donc tout ça veut dire que, eh bien, il faut prendre... Voilà, il y a toutes ces formes de rééducation. Voilà. Certaines sont prises en charge, d'ailleurs. Toutes, elles sont toutes prises en charge. Toutes. Même les gadgets que vous venez... Quand je dis gadgets, c'est parce que c'est quand même... Oui, les cônes et les boules... Ouais. Non, mais c'est à charge du rééducateur de les utiliser. D'accord. Et si la patiente veut acheter des boules de geisha dans un sex shop, elle va acheter des boules de geisha dans un sex shop. Alors, il y a quelque chose contre lequel vous vous élevez et un exercice qui s'est beaucoup pratiqué et dont on a beaucoup entendu parler, c'est le stop pipi. Voilà. Pourquoi vous êtes contre carrément le stop pipi? Pourquoi? Parce que en pleine miction, la femme va arrêter le stop pipi. On lui a dit, la bonne façon de rééduquer, c'est d'arrêter sa miction. Eh ben, c'est pas bien, parce que ça donne des dysynergies vésico-sphinctériennes. Ça veut dire que... Alors, je vais vous expliquer. Il est magnifique, celui-là. Ah oui, alors je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va modifier la pression de son sphincter et qu'au fur et à mesure, elle va avoir un sphincter trop tonique et qu'elle va avoir à la fin des difficultés à faire pipi. Dysynergie vésico-sphinctérienne. Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est le fameux Kunyasa. C'est Tariq qui réalise l'émission ce matin. Je lui ai dit, je vais t'apprendre un mot. Je sais que tu es toujours, Tariq, souvent à la recherche de nouvelles sensations. Je suis content parce que je suis arrivé au bon moment. Voilà, non, il faut que tu allumes ton micro si tu veux qu'on t'entende. Tu vois. Il est allumé là, mon micro, non? Ouais, il faut parler dedans, ouais. Ah bah, j'ai parlé dedans. Le Kunyasa, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Le Kunyasa, alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la culture africaine est différente de la culture occidentale. Et qu'on s'aperçoit, après on parlera peut-être des mutilations génitales, mais que dans certains pays d'Afrique, la femme est extrêmement respectée. Et que dans un couple, le partenaire tient absolument à ce que sa partenaire, son épouse, puisse prendre plaisir avant même que lui-même prenne du plaisir. Et les femmes, lorsque, eh bien, elles sont satisfaites du rapport sexuel, elles font l'amour sur un tapis, que ce tapis est humidifié, eh bien, le signe qui donne le départ d'un rapport sexuel de qualité, c'est ce tapis que l'on va faire sécher à l'entrée de la hutte avec l'auréole de la lubrification féminine. Bon, la suite est dans votre livre et merci de partager ça avec nous. On a beaucoup parlé de la grossesse et finalement le périnée est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Notamment au moment de l'accouchement. Est-ce que la césarienne, par exemple, protège le périnée ou pas? Elle protège pour une première grossesse, elle protège pour une deuxième grossesse, mais pas pour une troisième, puisqu'on a remarqué que les patientes qui avaient 3 césariennes lors de leur accouchement, dans les suites, avaient autant d'incontinence urinaire et d'incontinence anale que les femmes qui accouchaient à 3 reprises par les voies naturelles. Donc le taux d'incontinence urinaire ou anale après accouchement est identique à partir de 3 enfants, que ce soit par césarienne, extraction voie haute ou extraction voie basse. Est-ce qu'il existe un test pour savoir, pour celles et ceux qui nous écoutent, si leur périnée fonctionne bien? Oui, c'est des tests qui sont simples, c'est des tests, des scores symptômes, qui sont facilement qu'on peut trouver sur Internet. Il y a USP ou Conti Life, et elles vont remplir des questionnaires, et en fonction de la cotation, du nombre qu'elles obtiennent, eh bien, elles peuvent savoir si elles ont des troubles pelvipérinéaux ou non. Mais il y a plus simple
très sincèrement. Si une femme court après son bus et qu'elle perd ses urines, si une femme n'arrive pas à se retenir et qu'elle fait pipi entre deux voitures, si en mettant la clé dans la serrure, elle n'arrive pas à se retenir et elle fait pipi sur le paillasson, lorsqu'une femme a des rapports sexuels et soit à la pénétration ou à l'orgasme, elle fuit, ce qui est relativement fréquent. Lorsqu'elle sent une boule au niveau du vagin qui la gêne, lorsque elle a des rapports avec des bruits aériques, ça fait floc-floc par exemple, tous ces symptômes-là alertent. Et c'est là qu'elles viennent nous voir, généralement. Bon, vous êtes le premier quasiment à poser des mots sur ces symptômes qui sont souvent cachés. Exactement. Parce que c'est encore très tabou. Exactement. On parle des fuites urinaires, mais vous écrivez dans votre livre que ça touche énormément de femmes et que finalement, voilà, ça reste Alors, les publicitaires l'ont compris. Il doit y avoir un marché. Oui, il y a probablement des industriels qui se penchent sur la question. Il y a 3 millions de femmes qui souffrent d'incontinence urinaire en France. Moi, mon vœu le plus profond, c'est que les femmes ne restent pas taries chez elles. Il y a certaines femmes qui, par exemple, ne sortent plus. Il y a des femmes âgées qui ne vont plus au cinéma, qui ne vont plus au théâtre. Les femmes qu'on traite, elles vous disent « mais vous m'avez rendu ma dignité, je peux enfin sortir, je peux enfin aller au théâtre avec mes amis, je peux enfin retourner faire des randonnées sans être obligé d'aller faire pipi toutes les 30 secondes, je peux enfin avoir des rapports sexuels ». On a publié dans le JOG, la semaine dernière, l'European Journal Obstet and Gynecol. C'est l'efficacité du traitement chirurgical sur les prolapsus génitaux dans la sexualité des femmes. Les femmes, lorsque on les opère, retrouvent une sexualité. C'est prouvé à propos de 400 cas. Donc c'est publié, c'est validé scientifiquement. Il y a une évidence scientifique. La sexualité des patientes, la sexualité des femmes est altérée lorsqu'il y a des troubles pelvipérinéaux. Vous vous rendez compte que quand on a une incontinence anale avec des fuites de gaz et des fuites de sel, qu'on met 5 à 10 couches par jour, comment voulez-vous vivre ? Donc, il faut absolument prendre en charge ces patientes. Ouais, et en parler. Mais maintenant, quel est le spécialiste ? C'est la spécialité de qui ? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est au croisement de plusieurs spécialités. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est l'affaire de plusieurs spécialistes. C'est l'affaire du médecin généraliste qui va reconnaître le symptôme. C'est l'affaire du rééducateur qui va établir un traitement de première ligne. Toute lésion pelvipérinéale, tout dysfonctionnement pelvipérinéal doit être pris en charge par un rééducateur. Le rééducateur, c'est qui ? La sage-femme, le kiné, l'ostéopathe. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, c'est l'expert. L'expert, c'est le gynécologue, chirurgien, c'est l'urologue, c'est le coloproctologue. Mais il y a aussi le sexologue, mais il y a aussi le diététicien, parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a une obésité ou une surcharge pondérale, eh bien, il y a des troubles pelvipérinéaux. Donc, c'est l'affaire de tous, de beaucoup de spécialités. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prend une décision chirurgicale, eh bien, on la prend en groupe. C'est l'occasion de réunions, de concertations pluridisciplinaires, où on présente les dossiers des patientes, et les divers spécialistes disent « Ok, on est d'accord, cette femme, il faut l'opérer. » Voilà, mais en première intention, on passe par son médecin généraliste. Exactement. Et libérer la parole. Pour exactement. en parler, parce que ça peut se prendre en charge. On verra ce matin, justement, quelles sont les techniques qu'on peut appliquer pour que ce soit pris en charge. Voilà, vous demandez comment on peut faire un livre sur le périnée, mais parce que le périnée, c'est passionnant. Je reçois ce matin le professeur Bruno Deval, qui est professeur de gynéco-obstétrique et qui publie Le périnée féminin aux éditions du Rocher. On parlait un petit peu de ces incontinences urinaires. Comment on appelle ça ? C'est un autre nom, les urgenturies, c'est ça ? Les urgenturies, c'est pas une incontinence urinaire. L'urgenturie, c'est l'impossibilité de se retenir. Vous êtes dans la rue, vous avez une contraction de vessie, vous avez l'envie irrépressible d'aller aux toilettes, vous pouvez pas vous retenir, et il faut tout de suite trouver des toilettes. Donc ça entraîne quoi, en fait, l'urgenturie ? Ça entraîne une augmentation de la fréquence missionnelle. Voilà. Et puis, si vraiment on n'arrive pas à se retenir, on a une fuite. L'urgenturie n'est pas égale à la fuite.
Mais c'est pas la même chose en fait. Non. L'urgenturie, c'est l'impossibilité de se retenir. C'est se précipiter aux toilettes, que ce soit les urgenturies urinaires, mais les urgences défécatoires également. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Alors c'est dû à quoi ? C'est dû à ce que la vessie se contracte. La vessie ou le rectum se contracte. Ça se contracte et tout d'un coup, vous avez l'impossibilité de vous retenir. Alors, la première ligne de traitement, c'est quoi ? On va faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Par exemple, le thé. Le thé, c'est terrible. Le café aussi. Non. Non ? Non, vous n'avez pas bien lu le livre. C'est vrai ? C'est pas diurétique, le café ? Tout à fait. Le café est diurétique. Ouais. Mais le Même café, plus que le thé, d'ailleurs. Oui, le café est diurétique. Mais le café n'entraîne pas d'hyperactivité de vessie, alors que le thé entraîne hyperactivité de vessie. Les boissons gazeuses entraînent des hyperactivités de vessie. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour le moi, champagne et le vin blanc. Vous n'avez pas le champagne et le vin blanc. Non, voilà, ça donne des hyperactivités de vessie. Ouais. Le poulet, le lait, tous ces éléments-là calment la vessie. Bon, voilà. Donc, il y a premièrement une enquête diététique qui se fait. Et puis après... Mais la vessie, ça se rééduque. Oui, ça se rééduque avec... Alors, ça se rééduque comment ? Ça se rééduque en faisant un calendrier mictionnel où on va voir combien de fois la patiente ou le patient va faire pipi dans la journée. Combien de fois il a des urgences mictionnelles. Combien de fois il a des fuites. Et quelle est la quantité de liquide qu'il boit. Qu'est-ce qu'on boit ? Il faut boire 1,5 litre. Pas plus, pas moins. Pas moins, parce que si vous buvez moins, vous avez un problème de lithiase. Plus, lithiase, c'est des calculs, pardon. Calculs rénaux. Les calculs rénaux. Et plus, c'est le fait que vous risquez d'accroître votre urgenturie et votre incontinence. Donc, premièrement, on fait un calendrier mictionnel. Une fois qu'on fait le calendrier mictionnel, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la fréquence des urgenturies. Là, on va faire une rééducation de la vessie. C'est-à-dire, on va apprendre aux patients à aller aux toilettes toutes les heures, ou toutes les heures et demie, puis toutes les 2 heures, puis toutes les 2 heures et demie. Voilà. Ça, c'est l'entraînement de la vessie. Et puis, aussi, on va faire, ce qu'on disait tout à l'heure, on va faire une rééducation active de biofeedback. C'est-à-dire que pour les patientes, on va leur donner une sonde et elles vont essayer de reproduire un dessin. Il y a autre chose qu'il faut dire. Lorsque l'urgenturie vient, il faut se mettre sur la pointe des pieds. Parce que... c'est le truc qui fait gagner du temps ? C'est le truc qui fait gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nerf qui passe derrière la malléole externe et que ce nerf et la malléole interne et que ce nerf va retentir, c'est le métamère de la vessie. Vous savez que la vessie, c'est le miroir de l'âme. Quand vous êtes stressé, vous pissez. C'est pas vrai. Enfin, vous avez envie, mais vous n'avez pas forcément. Vous faites pas forcément pipi, mais vous avez envie. Oui. Mais c'est le miroir de l'âme, la vessie. Métamère. Oui. Alors les métamères. Métamère, c'est la médecine chinoise. Mais il faut savoir qu'il y a un métamère qui passe derrière la malléole interne et qui remonte à la vessie. Et il y a un signe qui s'appelle le signe de Clara Fowler, où on se met sur la pointe des pieds et on a tendance à calmer les contractions de vessie. La preuve en est, c'est que maintenant, on peut faire une rééducation tibiale postérieure, c'est-à-dire qu'on va louer des électrodes à la pharmacie, on va se mettre les électrodes sur la face postérieure de la malléole interne, c'est-à-dire en arrière de la cheville, et puis pendant 20 minutes par jour, on va regarder la télé. Et ça va améliorer plus d'une femme sur 2 sur ces urgenturies. Si ça ne marche pas, là, à ce moment-là, on a un produit miracle. Parce qu'en fait, les médicaments, ça donne trop d'effets secondaires. Vous avez la bouche sèche, la constipation, les somnolences. Moi, j'en donne plus de ces médicaments. J'en donne plus. Et puis, l'autre type de médicament, ça donne des problèmes tensionnels. Donc, tout de suite, moi, je passe au Botox. La toxine botulique. Vous savez, la toxine botulique... Oui, la fameuse. Mais la fameuse qui efface les rides. Eh ben non, maintenant, on peut l'injecter dans la vessie. Et quand on l'injecte dans la vessie, on se rend compte que plus d'une femme sur 2, voire plus de 7 femmes sur 10, vont avoir une résolution de leurs symptômes. Bon, attendez, parce que j'ai quelqu'un qui, au standard, voudrait intervenir et poser une question. Est-ce que quand on se met sur la pointe des pieds, ça marche pour les hommes ? Oui. Oui, mais j'ai une question. Quand on a des moments où on a peur, il y a un truc qui nous fait sursauter. Oui.
pourquoi la vessie elle lâche tout? Quand on dit ah putain je me souviens. Ah pourquoi? Parce que la vessie se contracte. Ouais. C'est ça. Quand on a peur, c'est un effet sympathomimétique. On a la trouille, on a la fréquence cardiaque qui augmente, et hop, la vessie se contracte. Un petit pipi. Et hop. Quand on a un orgasme, mesdames, c'est pareil. La vessie se contracte. Et pour certaines, elles ont des fuites urinaires. C'est ça, c'est pas les femmes fontaines. Hein. C'est les fuites pendant les rapports sexuels. C'est vrai que beaucoup ont cru que c'était ça, mais ça c'est pas du tout ça. C'est pas les mêmes glandes qui travaillent. Revenons à la toxine botulique. La toxine botulique, elle s'injecte. Voilà. Donc la toxine botulique, le botox, ça s'injecte par voie cystoscopique. Ça rend énormément service aux patientes. Et il y a certaines patientes qui ont des hyperactivités de vessie, on les injecte une fois, on les réinjecte 1 an ou 2 ans après, on les réinjecte une 3e fois, et puis elles disparaissent. Ça veut dire que le problème est résolu. Et puis parfois 3 injections ? Oui, en 3 ans. Ouais, ou 4 ans, ou 5 ans. Ouais. Ça fait une injection tous les 18 mois. Franchement, c'est 3 fois rien. Hein. Ça se fait sans anesthésie. Faut le savoir, ça. Et donc, ça a été inventé par Brigitte Church. On n'a pas assez de temps pour vous expliquer dans quelles circonstances ça a été. Ah bah si, du coup, faut le dire. Brigitte Church. Comment elle en est arrivée à justement... C'est une femme extraordinaire, Brigitte Church. Brigitte Church, c'est un médecin de rééducation qui travaille à Zurich. Qui travaillait à Zurich à l'époque, qui travaille à Genève maintenant, et qui travaillait beaucoup sur l'incontinence urinaire, sur le sphincter urétral. Et puis, elle a travaillé beaucoup sur les urgenturies, sur l'hyperactivité de vessie, la vessie qui se contracte n'importe comment. Et puis un jour, on l'a appelée parce que y avait un toxicomane qui s'était injecté un produit toxique par les veines, et le produit la seringue était infectée avec de la toxine botulique. Donc il était totalement paralysé, et puis au fur et à mesure du temps, il était sorti de sa paralysie, mais il n'y avait plus qu'un organe qui ne fonctionnait pas, c'était la vessie. Et on l'a appelée pour faire des autosondages. Et elle a réfléchi, et elle s'est dit, mais si la toxine marche dans tout l'organisme et altère la contractilité de vessie, eh ben on va essayer de faire des injections intravésicales. Elle a commencé chez le rat, et ensuite il y a eu une phase humaine avec une recherche clinique qui s'est faite au cours du temps, avec la découverte et la mise sur le marché de la toxine botulique dans l'hyperactivité de vessie dans les années 2010. C'est comme ça qu'elle a trouvé Brigitte Church. Voilà, vous saurez aujourd'hui maintenant à quoi sert le Botox, en plus de vous faire un front magnifique. Il existe aussi une chirurgie de la bandelette aussi. Alors, la bandelette. Oui. Je cours, j'éternue, je crie après mes enfants, je cours après mon bus et j'ai une fuite. Je vais faire un marathon ou un semi-marathon où je vais faire les 15 km de Charenton, là, demain. Et là, je peux pas parce que j'ai mon short qui est trempé. C'est une incontinence urinaire à l'effort. J'ai accouché 2-3 fois. J'ai un urètre qui n'est plus soutenu. L'urètre, eh bien, il bascule. Et c'est cette bascule de l'urètre... Mais c'est si gros que ça. Non, c'est 3 cm. Mais oui, c'est pour ça que... Oui, mais il suffit que ça bascule pour qu'il y ait une fuite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va créer un néoligament. Et c'est l'idée absolument géniale d'Ulf Humstein et de Papa Petros, qui en 1995 ont inventé cette bandelette qui s'appelle le Tension Free Vaginal Tape, qui est une bandelette de polypropylène qu'on installe entre l'urètre et le vagin et qui tient sans aucune fixation, comme les pots de phoque, vous savez, des skis de randonnée. Ça tient simplement en s'accrochant au tissu et ça règle le problème de 90% des femmes qui ont une incontinence urinaire à l'effort. Ulf Humstein est décédé dans les années 2000. On aurait dû lui donner le prix Nobel de médecine. C'est un type absolument génial. Il a inventé cette technique. Il a rendu des milliers de services à des milliers de patientes. On va terminer sur les incontinences anales. Alors, c'est pas glamour, je sais, mais alors c'est tellement handicapant. 10% de la population. Non, c'est pas rien. Enfin, vous voyez, 10% de la population. Qui peuvent pas se retenir. Dans ces cas-là, comment on prend en charge ? Ah, c'est la bonne question. Alors, il faut savoir que l'incontinence anale, ça a plusieurs causes.
Ça peut être une altération du sphincter de l'anus. Vous savez qu'au niveau du sphincter de l'anus, vous avez un canal anal. Dans le canal anal, vous avez un sphincter interne. Et autour du canal anal, vous avez un sphincter externe. C'est deux mécanismes totalement différents. Devant toute incontinence anale, il faut rechercher, vous savez quoi ? Des bactéries. Non. Une constipation. Parce qu'une femme constipée, lorsqu'on lui règle son problème d'incontinence anale, si c'est une constipation terminale, eh bien, si on lui règle son problème de constipation, on règle son problème d'incontinence anale. D'accord. Ensuite, il y a plein d'autres causes. L'une de ces causes, c'est le prolapsus du rectum, c'est-à-dire le rectum qui s'invagine dans sa lumière et qui sort à travers le canal anal. Eh ben, il suffit de remonter le rectum. Eh ben, en remontant le rectum, on règle le problème de l'incontinence anale. D'accord. L'incontinence anale, c'est aussi le problème de diététique. C'est-à-dire que lorsque on prend trop de légumes, trop de fruits, eh ben, on accélère son risque d'incontinence anale. Donc, il vaut mieux prendre des féculents, du riz, de la semoule, des pommes de terre quand on a une incontinence anale. Quoi qu'il en soit, incontinence anale, 10% de la population, sortez de chez vous, parlez-en. Parlez-en à votre médecin. Oui, parce qu'il y a des solutions. Bien sûr, il y a des solutions pour tout. Il ne faut pas rester aux protections et aux couches. Ben non, il faut prendre en charge. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sortent pas de chez elles. C'est ça qu'il faut comprendre, qui n'osent plus sortir de chez elles de peur d'une catastrophe, quoi. Je peux vous dire quelque chose ? Dites-le moi. Merci. Merci parce que vous, comme d'autres moyens de médias, eh ben, grâce à vous, on en parle. Voilà, on en parle en ce moment parce qu'il y a le livre qui sort, mais on en parle. Et on a l'impression que tout le monde en parle. C'est une période où tout le monde en parle et il faut en parler. Bon, pas de tabou en tout cas, jamais de tabou en santé. Je rappelle, professeur Bruno Deval, que vous publiez Le Périnée féminin. C'est passionnant aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.